dire un propos liminaire. Nous avons enregistré les 5 premières personnes, hommes ou femmes de médias, qui nous ont bien posé des questions. Mais je précise également que dans la salle, il y a 2 camarades qui sont là avec moi et qui ont commencé à enseigner à Ansongo en 1967. Donc il y a une espèce de lien ombilical entre nous et cette région-là. Il y a un autre qui est là, qui a enseigné également dans la même année, mais c'était dans la région de... En fait, c'était dans le cercle de Menaka. Alors, les premiers qui voudraient bien poser des questions. Oui, quel nom, s'il vous plaît? Quelle presse? Et quel nom, pardon? Excuse-moi. Youssouf, c'est ça après tout à l'heure. J'ai vu ce nom parce qu'il est légèrement là. Oui, quelle presse? Bon, la presse. Youssouf Doumbia. Oui? Ben, si je ne vois pas de nom de dame. Pardon? Quelle presse? S'il vous plaît, je vois. Je suis en train de demander l'identité de monsieur. Monsieur Diaby, quelle presse? Le politicien musulman. Madame. Pardon, s'il vous plaît. Les auteurs de ce livre, je n'ai pas besoin de dire mon point de vue par rapport à ce livre-là, parce que, comme le docteur Choguel l'a dit lui-même, ça apporte beaucoup au débat sur le développement de notre pays. Mais très vite, j'ai une seule question. La question, c'est par rapport à la création de l'OCRS. Parce que vous avez effectivement dit que la loi de la création de l'OCRS a été votée par l'Assemblée nationale. Auparavant, on avait même expliqué que cette loi a même été promulguée. Alors, de nos jours, moi je voudrais savoir, est-ce que cette loi vit toujours ou est-ce qu'elle a été tout simplement annulée? Merci. Musulman, voilà, moi j'ai une seule préoccupation. D'abord, j'encourage le docteur ministre Choguel Maïga pour son courage à défendre l'État malien. Je veux savoir quand le Nord a été délaissé et marginalisé. Parce que je sais que sous Moussa Traoré, il y avait Agamani, El Mouta, Mbaye Ag Mohamed, il y avait trop de Touaregs dans le gouvernement et dans le BC. Je ne sais pas quand le Nord a été délaissé. Merci. S'il vous plaît. Voilà, moi j'ai compris beaucoup de choses lorsque le co-auteur Choguel Maïga a été invité sur la table, comme il était devant le journaliste Tangara, et puis devant Magma Gabriel aussi. Mais ma question s'adresse au professeur Singari. Lorsqu'un littéraire confirmé écrit un livre, il n'est pas facile de se défaire de l'imaginaire. Est-ce que le professeur, le spécialiste de l'école Sédar Senghor n'a pas mis un peu d'imaginaire, n'est-ce pas, dans ce document? Merci beaucoup. J'ai des questions à poser à l'égard des deux conférenciers, à savoir d'abord M. Singari, qui a eu à dire au cours de son exposé que lorsque la France est venue en notre secours, elle est venue pour sauvegarder ses propres richesses. Alors, la question est la suivante. Pouvez-vous nous faire le parallèle de cela, qui prouve que la France est venue sauvegarder ses propres richesses, tout en sachant que l'appel à l'époque a été fait, disons, par l'ancien président transhumère de la question, disons, Dr. La deuxième question que je vais poser à M. Choguel Maïga, il a fait le parallèle en disant la citation
lui et Churchill, M. Churchill, l'ancien Premier ministre britannique, je vais faire une interprétation, je vais prendre la citation en tête, que lorsqu'une nation est en paix, doit aussi s'apprêter à une guerre, c'est-à-dire préparer la guerre. Et si elle ne la fait pas, elle sera attaquée par une organisation lourdement armée. Donc pour ce faire, vous aimeriez faire le parallèle entre la Troisième République du Mali, si je comprends bien, puisque vous avez dit que c'est à partir de la crise de 2012 que vous avez commencé à écrire ce livre. Donc je voudrais savoir, est-ce les acteurs de cette Troisième République ont été laxistes? Et c'est cela qui nous a conduit à cette crise actuellement. Et secondo, quelle a été votre part de responsabilité au cours de cette Troisième République et quelles solutions proposez-vous? Je vous remercie. Le débat, les contributions viendront. Alors, co-auteur Shogel Kokala et Siaga Senari, vous avez la parole. Merci beaucoup. On va faire l'effort de nous inscrire dans le temps que vous nous donnez. Concernant la création de l'OCDE, vous avez demandé pourquoi il ne s'applique pas, est-ce que la loi a été promulguée. La loi a été promulguée, mais vous savez, quand une loi est prise, il y a ce qu'on appelle les décrets d'application. Pour qu'elle s'applique, il faut que le décret soit pris. Il se trouve que, à la suite du régime de l'autonomie interne, ces décrets d'application pour être pris devaient avoir l'apport des autorités soudanaises. La République soudanaise avait son assemblée, avait ses élus, qui devaient donc approuver les décrets d'application. Et ils ont lu dans les prérogatives que la France transférait à la République soudanaise, ces prérogatives leur revenaient et donc ils n'ont jamais voulu appliquer et faire adopter les décrets d'application. Ce qui fait que la loi est restée lettre morte jusqu'à l'indépendance. Le professeur Singare certainement va me compléter s'il y a des détails. Concernant le Nord, vous avez dit que le Nord a été marginalisé. Ça, c'est l'un des arguments qui ont été développés par les idéologues du séparatisme. Ils disent que le Nord a été marginalisé, ils ont été victimes de discrimination. C'est ce qu'on a prouvé que c'est archi faux. Moi, j'ai fait des recherches où on a trouvé que quand la rébellion était déclenchée en 1990, je suis allé regarder les structures de l'UDPM qui exerçaient les responsabilités. Il y avait 10 sections dans les régions du Nord. Sur les 10 sections, les 8 étaient dirigées par des Touaregs ou des Arabes, où les députés étaient Touaregs ou Arabes. Alors que sociologiquement, ils ne sont pas majoritaires. Mais personne n'en avait fait un problème. De la création de l'UDPM jusqu'à sa chute, c'est des Arabes et des Touaregs qui représentaient le Nord au BC. Il y a un peu qui a été élu, Fagui Madiko, je dirais, il a été parrainé par Noka Agacha. Mais on n'en a pas fait un problème parce qu'on ne pensait pas à ces considérations. Les gouvernements, il y avait toujours des Touaregs dans les gouvernements, mais ils l'ont utilisé comme moyen de mobilisation à l'extérieur. Plus tard, on a tenu le même discours. Jusqu'à présent, les gens le tuent. Mais c'est archi faux. Vous aurez vu dans le gouvernement actuel, le ministre de l'administration territoriale. Il fait partie des fondateurs de la rébellion de 90. C'est documenté, vous allez le voir. Il est ministre depuis 92, personne n'en a fait un problème. Des ministères régaliens. Et donc, c'est vraiment de la supercherie. L'actuel ministre de l'Artisanat et du Tourisme. Mais il a été élu en 2004. On lui a refusé d'exercer sa fonction de maire. La convention de 1907 était appliquée. La droit des IFOBAS appartient aux IFOBAS et à ceux qui prêtent aux Français d'y installer. Elle n'est pas IFOBAS, on lui a interdit d'exercer les fonctions de maire. Il s'est retrouvé dans les Ménélas après à brûler le drapeau du Mali. Mais les Maliens, avec la réconciliation et les ministres de la République du Mali aujourd'hui, personne n'a fait un problème. Donc vraiment, c'est un faux procès qu'on fait au peuple malien. Nous avons toujours été des frères.
Pendant le colonialisme, on a essayé de nous diviser en mettant dans la tête de certains que les autres sont leurs esclaves. En faisant en sorte que les Touaregs ont fait tout pour qu'ils n'envoient pas leurs enfants à l'école. Ce qui fait qu'au moment où on arrivait à l'indépendance, ils n'avaient pas de cadre. Même là, les dirigeants de l'USRD ont créé un statut particulier pour eux. Quand l'ENA a été ouvert, les premiers élèves qui ont été recrutés, il y avait des Touaregs et des Arabes là-dedans. Leurs noms sont cités, tout est documenté. Donc c'est un faux procès qu'on fait au Mali. Et on manipule les enfants avec ça. Maintenant, les autres questions sont posées au professeur Singaré. Je finis par la question qui m'était posée. Vous avez dit que je considère que ça partit de la Troisième République. Ça, je l'affirme et je l'assume. Celui qui n'est pas d'accord démontre le contraire. C'est aussi simple. Ce n'est pas la peine d'aller s'injurier dans la presse. Je prends des documents. J'ai pris le discours de Modibo Keïta où il explique pour qu'il y ait la rébellion en 1963. Il a fait dans une interview qu'il a donnée en Algérie. Le texte intégralement transcrit, c'est dans le document. J'ai pris le discours de Moussa Traoré, les documents qu'il a fait faire en septembre 1990, le livre blanc sur la crise au nord. C'est expliqué là-dedans. La stratégie des séparatistes sont en deux étapes, en trois étapes. Première étape, mettre dans la tête de la communauté internationale que les Touaregs sont marginalisés. Deuxième étape, leur permettre d'avoir une situation particulière et ériger leur zone en zone d'autonomie. Et à long terme, la fédération et la dislocation de l'État malien. Ça a été écrit en 1990. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après le changement de régime en 1991? Le logiciel a changé. Le premier président de la Troisième République a tenu le célèbre discours du 28 avril 1994, où il fait un long discours, je prends un extrait. Les rébellions du Nord sont d'essence démocratique. C'était un combat pour l'honneur et la dignité. Et c'est pour cela que nous les avons soutenus en son temps. Je n'ai pas inventé, c'est dans un discours qu'il a fini. D'abord, ce n'est pas les rébellions des populations du Nord. Les Soraï, les Peul, les Bambara, les Bella, ils n'étaient pas en rébellion. Tous les Touaregs n'étaient pas en rébellion. Ce sont des jeunes qui ont été formés par Kadhafi. C'est expliqué là-dedans aussi. Leur premier congrès, c'est en 1980 qu'ils l'ont tenu, financé par Kadhafi, pour créer un mouvement de jeunes Touaregs qu'il allait utiliser dans son expansion impérialiste sur le Niger, le Tchad et le Mali. Plus tard, il y a eu des réunions à Paris où la décision de diviser le Mali a été prise. Ce sont ces jeunes, souvent sans attache avec le pays réel, qui sont venus déclencher la première rébellion. Et c'est pour cela que lorsque le président de la République d'alors a compris, après des rencontres avec les Kadhafi, il a donné instruction à l'armée d'en finir en 90 jours. En moins de 60 jours, l'armée a rendu compte que le maintien d'ordre est terminé au nord. À partir de ce moment, il a demandé d'engager des négociations. Parce que le premier président, et vraiment, monsieur le modérateur, vous me permettez de m'étendre sur cette question. Le premier président de la République du Mali, le premier président Modibo Keïta, lorsque la rébellion s'est déclenchée, il a très vite compris. Il n'est pas rentré, il n'a pas passé par 4 chemins. Il a chargé un officier de l'armée malienne qui lui rendait compte directement de mettre de l'ordre avec les pleins pouvoirs. Ça a été fait militairement, diplomatiquement, ce qui a manqué au chef d'État de la Troisième République. Les relations diplomatiques, les philosophes ou bien les hommes politiques disent que la diplomatie, c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens. Il a utilisé et l'armée et la diplomatie. Les chefs de séparatistes en Algérie et au Maroc ont été arrêtés et livrés à Modibo Keïta ici. L'armée a maté l'insurrection à l'intérieur. Voilà comment il a mis fin. Maintenant, lorsque la rébellion a été contenue, il y a eu des exactions qu'on doit reconnaître aussi, parce que quand on ne se dit pas tout, on ne peut pas se réconcilier. Il y a eu des exactions contre les Touaregs qu'on n'avait pas besoin de faire. Il y a eu des humiliations qu'ils ont subies, que certains instrumentalisent aujourd'hui. Et ceux qui ont lancé la rébellion de 90, c'était des orphelins. On a exécuté leur père devant eux.
c'est beaucoup plus certain pour se venger. L'actuel chef militaire des séparatistes, et son père a été exécuté devant lui, il avait 9 ans. Il y a beaucoup d'orphelins de la rébellion de 63 qui sont retrouvés après pour animer les différentes rébellions. Ça aussi, il faut qu'on le dise. Maintenant, lorsque la Deuxième République a circonscrit la rébellion, le président a dit, on tire les leçons du passé, on ne va pas faire des exactions, on négocie avec eux. Il a pris les hautes personnalités, le ministre de la Défense, avec les chefs Touaregs. Tous les grands notables Touaregs n'étaient pas dans cette rébellion. C'est eux qui ont organisé les rencontres informelles à Tamara 7 jusqu'à aboutir à une sorte de consensus. Après, maintenant, l'État est rentré officiellement là-dedans. Ça, c'est Tamara 7 2 qui a abouti aux accords de Tamara 7. Toutes les grandes personnalités que vous connaissez dans le monde Touareg, les Intala, la famille de Agamani, les Ambiri Agrissa, tout ceci était associé à l'État en 90 pour retrouver la paix. Maintenant, quand le logiciel a changé, l'État affaibli, l'armée affaiblie, les gens se sont réorganisés. Et l'État a signé le pacte national en réalité en position de faiblesse. Parce que le président d'alors n'avait plus la même armée, n'avait plus la même discipline. Les luttes de pouvoir à l'intérieur de ceux qui détenaient l'État ont fragilisé l'État sur tous les plans. Le pacte a été signé. Pour de la petite histoire, en 90, quand la rébellion a été contenue, le président a demandé mais combien vous êtes qui restent? Il dit qu'ils sont 250. Mais avec le pacte national, ils ont dit qu'ils sont 3600. D'où est-ce qu'ils sont sortis? C'est des questions qu'il faut se poser. Plus de 2500 ont été intégrés dans l'armée. Ils ont fait 20 ans. À la deuxième rébellion est venue, ils sont tous partis. Des analphabètes ont été désignés colonels. Il y a des gens qui prennent des otages. Ils disent, je veux qu'on transforme mon hameau en commune. On prend un décret, on le transforme en commune. Ils libèrent les militaires. On donne de l'argent aux gens, tout le monde le sait. Ou bien on arme une partie des Touaregs les uns contre les autres. Et tout ça c'est documenté, parce que tout ce qui est dit n'est pas... C'est pas comme quelqu'un dit, le professeur va parler. On n'a pas fait de la littérature comme ça. Tout est documenté. Et j'ai dit que le premier livre qu'on a consulté, il date de 1898. Le dernier, il date de 2017. Tout est documenté. Alors, maintenant, à partir de cette philosophie, le président qui dit que la rébellion est de sens démocratique, l'armée qui est affaiblie, les deux conjugués, il n'a pris les moyens d'exercer la violence légitime dont seul l'État doit disposer. On est rentré dans ce que vous connaissez après, d'arrangement en arrangement, et il y a le penseur qui dit que les guerres qu'on perd toujours, c'est celles qu'on refuse de mener. On a refusé de combattre la rébellion. On a pensé que c'est les arrangements qui vont régler. Finalement, c'est nous qui sommes tombés dans le trou. Et j'ai dit que les grandes victimes de la rébellion, il y a des parents soirées qui m'ont dit de ne pas parler comme ça. C'est vrai pour ceux qui ont vécu les malheurs de Gaouro, mais je vous assure que les Touaregs et les Arabes sont les grandes victimes de la rébellion. Dans les camps de réfugiés, ceux qui sont toujours victimes des représailles de l'armée, c'est ces populations qui n'ont rien à voir avec la rébellion. Ceux qui sont à la base de la rébellion n'en souffrent pas eux. Peut-être qu'il y en a qui meurent dans les combats, mais pour le reste, ceux qui sont dans les hôtels, ceux qui sont dans les avions, ceux qui sont dans les 4x4 à Bamako, ceux qui achètent des maisons, ceux qui coupent, ceux qui sont réussis par le président, qui a eux qu'on donne des valises d'argent. Mais à ce rythme-là, la rébellion ne va jamais finir. C'est devenu un fonds de commerce. Si vous regardez, il y a une génération de personnes qui sont sur la scène depuis 27 ans. C'est les mêmes. Les présidents ont changé. Moussa est parti, Alpha est parti, ATT est parti, ainsi de suite. Dokunda est parti, mais ils sont là. Ils utilisent les mêmes méthodes. On est député, on déserte l'Assemblée, on rejoint la rébellion. On vient 3 ans après, on dit à l'Assemblée de faire un collectif budgétaire, on fait des rappels de salaire, des primes de téléphone, des primes d'essence, on paye. On est au conseil de collectivité, on démissionne, on rejoint la rébellion. On déchire le drapeau du Mali, on le brûle, on revient, on demande, on fait des rappels, les carburants, les primes pour le téléphone, là-dedans on paye. Mais à ce rythme-là, il y a une classe qui va se créer chaque 5-10 ans, des gens qui vont vivre du malheur des populations touareg et des populations arabes.
Et ça, si on ne se dit pas la vérité au Mali, on va continuer dans ça, et c'est l'ensemble de notre peuple qui va payer les frais. Ce n'est pas seulement les Touaregs et les Arabes. C'est ce que je voulais dire sur cette question. On va répondre à ces deux questions, apporter un complément d'information à ce que le docteur Choguel Kokala Maïga vient de dire. La première question était de savoir si, dans ce document, en tant que littéraire, je n'ai pas mis un peu, il a dit d'imaginaire, hein, et d'imagination. Mais je vous ferai savoir que, effectivement, je ne suis même pas n'importe quel littéraire. Hein. Mes élèves, les étudiants sont dans la salle, je suis spécialiste de poésie aussi. C'était ma discipline, c'est la discipline j'enseignais. Et j'ai eu 2 épouses, je les ai magnifiées à travers de très beaux poèmes. Mais, quand il s'agit de réfléchir pour prouver, en partant d'hypothèses de travail, je laisse la poésie au vestiaire. Qu'est-ce que je fais? Le sujet est posé. Je commence d'abord par me documenter. Et je vous assure, de documentation en documentation, nous-mêmes, nous avions découvert ce que nous ne soupçonnions pas du tout. La réponse au problème que nous vivons aujourd'hui, les Français l'ont déjà écrit dans leur livre avant de partir. Nous avons, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas rien d'imaginaire dedans. Modibo Keïta et Moussa Traoré ont eu à gérer la question du Nord à la satisfaction du peuple malien. Je ne sais pas s'ils avaient lu les écrivains coloniaux, mais le rapport de Bakara Diallo, dans son rapport vers la conclusion, Bakara Diallo proposait, et c'est la position du RDA, de procéder à une révolution sociale. Parce qu'il fallait briser la féodalité. En 1960, il était encore inconcevable que des hommes aient des esclaves. Et Bakara Diallo avait proposé, suggéré, que la hiérarchie soit renversée, que l'État fasse en sorte que ce soit les Idnan, les Imrad, oui, et oui, qui soient favorisés par l'État. Parce qu'ils sont majoritaires. Mais cette solution, le deuxième commandant, à l'époque on ne disait pas gouverneur de région, le deuxième commandant de région de Tombouctou, le commandant Région, l'avait déjà proposé. Il avait dit il nous faut faire des Ignan nos amis. Lui aussi, il voulait donc déjà faire cette révolution sociale. Moussa Traoré a eu une autre lecture. Toujours, c'est pour vous dire que ce que je dis, ce n'est pas de l'imaginaire, mais que je l'ai puisé dans les livres. Quand Moussa Traoré est venu, je vous l'ai dit, il a restitué aux chefs de tribu leur pouvoir. Mais il les a maintenus sous le contrôle de l'État. Moussa Traoré a-t-il lu les écrivains coloniaux? Je ne sais pas. Mais cette pratique aussi avait été recommandée avant lui par le commandant, un autre commandant de la région de Tombouctou, parce qu'à l'époque, Gao n'était pas une région. Il y avait la région de Tombouctou, le cercle de Tombouctou. La région de Gao n'existait pas. La région de Tombouctou, pardon, la région de Gao n'existait pas. Quand ils ont conquis Tombouctou, le premier sexe a été Tombouctou, le deuxième Gundam, le troisième Sumpi, le quatrième Gao. Il y avait la région de Tombouctou. Et un autre commandant de région de Tombouctou qui s'appelait Bétrix avait développé ce qu'on appelle, oui, allez-y encore, le principe de la responsabilité.
Qu'est-ce que cela signifie? Nous allons responsabiliser les différents chefs. Déjà, eux-mêmes, ils sont hiérarchisés entre eux. La hiérarchie va être respectée. Mais, nous soumettons le chef suprême qu'on appelle l'Aménoukal à notre autorité. Si ça flanche, c'est lui que nous allons sanctionner. C'est ce que Moussa Traoré a mis en application. Et c'est ce qui a été ignoré après eux, et c'est la raison pour laquelle tout est brisé. Ça, c'était pour vous dire qu'il n'y a pas d'imagination. D'autre part, je suis un littéraire. Je vais vous amuser. L'émotion est nègre. Merci. Mais si vous avez en moi l'émotion, vous avez en lui un docteur en télécommunication. La raison incarnée. C'est la raison pour laquelle un littéraire et un scientifique, nous nous sommes bien complétés pour donner un travail à caractère scientifique. Sur la deuxième, on m'a dit que d'apporter la preuve qu'en volant à notre secours, la France a volé au secours de ses propres intérêts. Mes chers compatriotes, si jamais c'était le MNLA qui était arrivé à Kona, la France n'aurait pas bougé de l'air. Ce qui s'est passé, la France, au nom de l'Occident, a eu peur de ce qu'on appelle un Sahélistan. Ces messieurs de la communauté internationale, ils sont aujourd'hui englués en Afghanistan. Qui ont-ils comme adversaires? Des islamistes. Et c'était des islamistes qui étaient arrivés à Kona. Notre armée, le premier jour, a résisté. On a introduit un cheval de Troie dans Kona. Ça, on ne dit pas. On dit que l'armée a débandé. Non. Je ne sais pas, le cheval de Troie. On a ferraillé toute la journée. À la tombée de la nuit, les rebelles sont entrés dans un car. On a cru que c'était un car de transport public. Ils sont entrés et c'est ainsi qu'ils ont pris la ville. À partir de ce moment, comme on l'a dit, nous n'avions plus notre destin en main. Le président de la République, à son corps défendant, le président par intérim, a demandé une intervention. Les Français n'attendaient que cela. À la même période, il y avait un autre État qui connaissait la même situation que nous, c'était la RCA. Mais ce qu'ils ont fait ici, ils ne l'ont pas fait en RCA. Ici, c'était d'abord un appui aérien seulement qu'on leur avait demandé. Mais non seulement ils ont accordé l'appui aérien, à partir d'un certain moment, ils ont débarqué des troupes au sol. Pourquoi? C'est vrai, nous leur sommes reconnaissants. Et Hollande l'a dit, ils sont venus payer la dette de sang. Nous leur sommes reconnaissants de cela. Mais imaginez un peu que Bamako tombe. Voyez un peu la situation du Mali en Afrique occidentale. Qu'est-ce qui allait rester? C'était fini. C'est tout l'édifice de l'Afrique occidentale française qui s'écroulait de Dakar jusqu'à N'Djamena. Parce que, par métastase, les islamistes, des gens qui n'ont pas peur de la mort, on ne peut pas les contrer comme ça. Voilà donc la raison pour laquelle j'ai dit que, en venant à notre secours, ils sont venus également protéger leurs propres intérêts. Ils ont le ressortissant à Bamako. Plutôt que de procéder au rapatriement des Français à Bamako, arrêtons l'ennemi avant qu'il n'atteigne Bamako. Voilà la raison pour laquelle j'ai dit qu'ils se sont servis aussi. Hein. Mais ça n'empêche que nous leur soyons reconnaissants. Maintenant, à propos de deux questions, c'est à propos de l'OCRS. On a demandé si la loi a été abrogée, elle n'a pas été. Le docteur Choguel Kokala Maïga vient de vous dire pourquoi elle a été bloquée. L'Assemblée territoriale du Soudan s'est opposée. Dès sa première session, elle a rejeté. Mais il y a quelque chose qui a joué en notre faveur. C'est les rivalités entre les Français eux-mêmes. Quand l'OCRS a été créé, on a créé un ministre, Max le Jeune. Il a eu toutes les difficultés du monde avec qui les gouverneurs français qui étaient dans les territoires.
le Soudan français, le territoire du Sénégal, le territoire du Niger, aucun gouverneur ne voulait que son territoire soit amputé. Ils ont fait 2 réunions à Paris, Max Lugin et les gouverneurs. Les gouverneurs se sont opposés à l'amputation de leur territoire. Voilà donc le 2e obstacle auquel ils sont heurtés. 3e obstacle auquel la France s'est heurtée et qui l'a amené à abandonner définitivement le projet, ça a été l'indépendance de l'Algérie. Et tout le CRS, c'était surtout pour l'Algérie, le gaz, le pétrole, les champs de tir pour les essais nucléaires. L'Algérie est indépendante. Pourquoi se battre encore pour les arpents de terre du Niger, du Mali, où on sait qu'avec la néocolonisation, quand même, on va avoir la main mise sur ces pays. Voilà comment l'OCRS est morte de sa belle mort. Pas parce que la loi a été abrogée, parce que d'abord, l'Assemblée territoriale française s'y est opposée, les Soudanaises, les gouverneurs français dans les territoires de l'Afrique occidentale s'y sont opposés, et les Algériens ayant pris leur indépendance, le projet n'avait plus d'intérêt. J'aimerais me prononcer, avec la permission du maître de cérémonie, sur la 2e partie, la manière dont ils ont géré. M. Maïga s'est beaucoup étendu sur l'efficacité avec laquelle le président Modibo Keïta a géré la rébellion. Quand elle a éclaté, il a choisi un officier, ce n'est pas Dibi Silas, Dibi Stanislas. Mais il a fait beaucoup ni ko Mohamed Ove, Wahou Madou. Bon, moi c'est que Stanislas faut, il a que Silas. C'est Stanislas. Alors, il lui a donné les pleins pouvoirs, mais il a dit, il a ramené l'ordre, mais il y a eu des exactions. Mais ce que je voulais vous dire, cette efficacité de Modibo, on la note chez Moussa Traoré aussi. Au plus fort de la rébellion, Moussa Traoré, il suivait les événements de près, aussi bien à Bamako qu'à Gao. Il a rendu visite aux troupes à Gao. Il leur a dit, avez-vous